Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'héritage antique. Enfin, le christianisme avait une particularité par laquelle il était unique au monde. Cette religion était aussi une église, une croyance exerçant une autorité sur ceux qui la partageaient, appuyée sur une hiérarchie, un clergé supérieur en nature au laïcat et un cadre géographique. Paul Venn. 1. L'idée de progrès. Nous ne connaissons pas la direction de l'évolution. Pour s'adapter, les organismes deviennent différents, plus grands ou plus petits, pas forcément meilleurs. Évolution et progrès ne sont pas synonymes. La seule direction unanimement reconnue par la communauté scientifique est une croissante complexité. Y a-t-il une autre direction? Nous ne le savons pas, même si nous ressentons un besoin de croire au progrès. Relativement nouvelle est l'idée que l'humanité puisse progresser. Sombre et désespérante étaient en effet les premières productions de l'esprit humain dont les traces nous soient parvenues, les épopées des premières civilisations, qu'il s'agisse de Gilgamesh, roi sumérien du IIIe millénaire, ou des héros d'Homère. L'Égypte ancienne, les Grecs, les Romains ont construit d'impressionnants monuments. Mais ont-ils inventé la modernité? Serait-elle née en Chine, en Inde ou au Moyen-Orient? Quand donc l'histoire a-t-elle pris le tournant décisif de la modernité? Selon le philosophe britannique Anthony Giddens, conseiller politique de Tony Blair, elle aurait émergé en Europe au XVIIe siècle, mais il estime que les semences du nihilisme étaient là, dans la pensée des Lumières, dès le début. Je propose de remonter beaucoup plus haut dans le passé, aux origines de la pensée, ne serait-ce que pour déterminer ce qui n'est pas la modernité. L'histoire a d'abord débuté comme légende, la légende de Gilgamesh, celle de Troie et des héros d'Homère, celle du roi Arthur. La modernité suppose la croyance au progrès, qui n'est pas de tous les temps. Le destin du monde peut en effet être perçu soit comme un cercle, soit comme une ligne droite. L'approche circulaire est la plus ancienne. C'est celle des Grecs et des Romains, pour qui l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. L'âge d'or était derrière nous, et nous étions en décadence. Tout se dégradait, le climat comme les mœurs. Au tempora, aux morts. Dès le temps de la République, les Romains se croyaient en déclin. Cette conception du monde n'a jamais complètement disparu, et elle ressurgit périodiquement. Nietzsche a écrit de belles pages sur l'éternel retour et la moderne théorie du Big Bang suppose un système circulaire. Car après l'expansion, il y aura la contraction, et un nouveau Big Bang. Le destin du monde comme ligne droite est apparu pour la première fois au Proche-Orient. La ligne droite est la flèche du temps qui est irréversible. Il y a un avant et un après. Avant et après la création du monde. Avant et après l'alliance entre Dieu et le peuple élu. Dans le Nouveau Testament, il y a avant et après le Christ, dont le retour marquera la fin des temps. Quand on demandait à saint Augustin ce qu'il y avait avant la création du monde, il répondait que Dieu avait aussi créé le temps. Le judaïsme a introduit la notion de progrès. Judaïsme et christianisme ont enseigné la noblesse du travail et l'éminente dignité de l'homme. Au contraire, les premières œuvres de l'esprit écrites sur des briques revêtues de caractères cunéiformes, les épopées mésopotamiennes de Gilgamesh au IIIe millénaire puis de Kéré au second, glorifient la guerre et ignorent le travail. Il semble alors que l'homme n'ait le choix que d'être prédateur ou proie. Mieux vaut donc être prédateur, et malheur aux vaincus. 12 tablettes de l'épopée de Gilgamesh ont été retrouvées à Ninive, en Irak, sur la rive gauche du Tigre, en face de Mossoul, dans les ruines du palais du roi assyrien Assurbanipal, mort en 626 AV. J.C. Roi d'Uruk au pays de Sumer, au sud de l'Irak, Gilgamesh est un guerrier qui s'impose par la force et ne craint pas de défier les dieux puisqu'il refuse d'épouser Ishtar, déesse de l'amour. Il veut même s'égaler aux dieux en cherchant dans une herbe miraculeuse le secret de l'immortalité, car après la mort l'au-delà est terrifiant et sans espoir. Du second millénaire date l'épopée de Kéré, retrouvée sur des tablettes d'argile, en fouillant l'antique Ougarit, en Syrie, au nord de l'actuel Latakié. Comme Gilgamesh, Kéré est un guerrier. Il a épousé la fille du roi d'Édom, ou Idumée, pays situé entre mer Morte et mer Rouge. Le roi David vainquit les Iduméens, et on appelait Kérésiens les soldats de sa garde. Des fouilles ont révélé qu'à l'époque mycénienne résidaient à Ougarit des commerçants grecs qui ont certainement connu l'histoire de Kéré,
où il est question d'une belle jeune femme dans une ville assiégée, comme dans la Troie de l'Iliade. Homère a-t-il existé? Personne ne le sait, mais il est probable que l'épopée homérique est l'aboutissement d'une longue tradition orale. Pour déclamer les 16 000 vers de l'Iliade, il faut au moins s'y veiller. Des Aèdes, dont c'était la raison d'être, ont pu consacrer leur vie à mémoriser des chants anciens qui furent plus tard écrits. Pendant plus de 1000 ans, ces poèmes ont servi de base à l'éducation des jeunes Grecs puis des Romains jusqu'à la chute de l'Empire. Ils ne sont guère édifiants. Ils glorifient des hommes qui vivent de guerre et de rapine, tuent, mutilent et violents, insultent les cadavres et réduisent hommes, femmes et enfants en esclavage. Ajax déflore Cassandre sur l'autel d'Athéna. Achille tue des enfants, et Ulysse jette le bébé d'Andromaque du haut des murs de Troie. Le lecteur cherche en vain à savoir comment vivaient alors ceux qui créaient les richesses. Cultivateurs, artisans et commerçants. La morale de ces épopées est que l'énergie humaine n'est utilisée glorieusement que dans la guerre, et non dans le travail. En plein XXe siècle, la philosophe Simone Weil 1909 à 1943, communiste, pacifiste, juive et chrétienne, est encore fascinée par Homère quand elle écrit l'Iliade ou le poème de la force. Première phrase, le vrai héros, le vrai sujet de l'Iliade, c'est la force. L'Énéide de Virgile est une suite donnée à l'Odyssée à l'époque d'Auguste et à son initiative. Comme l'Odyssée, l'épopée débute par une aventure maritime. Rescapé de Troie, Énée, comme jadis Ulysse, erre en Méditerranée avant d'aborder à Carthage et finalement aux bouches du Tibre. C'est alors qu'Énée, jusque-là fuyard douloureux, incertain de sa vocation et amoureux de Didon, reine de Carthage, se transforme en un terrible guerrier. Selon le grand latiniste Pierre Grimal, mon maître et ami, les 6 derniers chants de l'Énéide sont en réalité une nouvelle Iliade. Dans la seconde moitié de son poème, Virgile a rencontré, après avoir défini la mission civilisatrice, philosophique de sa patrie, l'autre visage de Rome, celui de la violence et de la guerre. Tout comme le monde d'Homère, celui de Virgile est cruel et sans pitié. Guerrier solitaire comme Achille, Énée explique Grimal que le jouet des destins. Au dernier vers du poème, il abat Turnus après avoir un bref instant éprouvé la tentation d'avoir pitié. Mais ces états d'âme, que ce soit pitié ou colère, lorsqu'il aperçoit sur son ennemi le baudrier de Pallas, ne sont que des mouvements qui n'agitent que la surface des choses. Le véritable maître du jeu est Jupiter, qui lui-même obéit au destin. Dans les écoles du monde occidental, les poèmes d'Homère et Virgile, fondés sur une vue cyclique du destin, sont restés longtemps en concurrence avec la ligne droite de la Bible. Ils sont en effet remis à la mode, dès le 8e siècle, dans l'Empire byzantin, avant de revenir vers l'Italie, au moment où les Grecs qui le peuvent fuient les Ottomans. Dans ces épopées, il n'est jamais question du travail des cultivateurs et des commerçants qui nourrissent les guerriers, ni des artisans qui forgent leurs armes et construisent leurs navires. Il est méprisable de travailler pour produire des richesses, mais il est glorieux de s'en emparer par la force. Au contraire, le Dieu d'Israël condamne le meurtre et le vol, et c'est dans la Bible que pour la première fois est honoré le travail plus que la guerre. C'est d'abord dans l'Ancien Testament, puis dans les Évangiles, qu'on trouve les semences de la modernité. Comme le philosophe et académicien René Girard aime le dire, la modernité ne vient pas d'Athènes mais de Jérusalem. Le message de la Bible juive est très différent de celui des anciennes épopées. La guerre n'y est plus considérée comme l'accomplissement suprême du destin humain. Tu ne tueras pas, ordonne le Dieu d'Israël. Les Juifs semblent être les premiers à reconnaître la dignité de l'homme au travail. Loin de mépriser le travail, ils l'honorent, puisque Dieu lui-même a travaillé 6 jours pour créer le monde avant de se reposer le 7e jour. Il ordonne dans son 4e commandement, « Tu travailleras 6 jours et le 7e tu te reposeras ». Les fruits du travail sont protégés par le 8e commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni ses serviteurs, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Au XIIIe siècle, l'Église incorporera les 10 commandements dans l'enseignement populaire. C'est aussi à ce moment-là que se produira une révolution agricole et commerciale, qui commencera en Europe occidentale une ère de prospérité sans précédent. Le peuple d'Israël avait été vaincu par les Romains, un peuple prédateur imprégné des valeurs de l'Iliade et de l'Odyssée. Quand Jésus paraît, les Juifs n'ont qu'un maître, César Auguste. Partout les esclaves sont la classe la plus nombreuse. Partout on méprise l'homme, sa liberté et sa vie.
Des gladiateurs sont forcés de combattre pour distraire des foules sanguinaires. C'est alors qu'une voix s'élève de Galilée pour dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La voix annonce un nouveau royaume, où l'homme n'aura désormais à s'incliner que devant Dieu. Peu à peu, la voix devient si forte qu'elle prend possession de l'Empire. Puis l'Empire meurt, mais le christianisme lui survit et donne naissance à un monde nouveau, le monde moderne. Comme Moïse, Jésus enseigne qu'on ne peut honorer à la fois Dieu et Mammon, mais il ne dit pas de voler les richesses. Au contraire, dans sa parabole des talents, il loue le travail, l'épargne et l'investissement. Il faudra pourtant attendre le Moyen Âge, pour que commence à être reconnue la dignité de l'homme, de tout homme et de toute femme. Pour la première fois, ces dernières sont plus nombreuses que les hommes dans l'activité des villes. L'expansion économique et démographique nourrit le surgissement de l'art roman, puis de l'art gothique. Plus tard, les hommes de la Renaissance vont mépriser le passé proche et chrétien pour exalter un lointain passé païen. Ils vont ignorer la période qui a conçu les grandes cathédrales et inventer l'hôpital et l'université. Ils vont même la rabaisser en parlant de style gothique, du nom de tribus barbares, les Goths, venus de Scandinavie à la fin de l'Empire romain. En louant l'Antiquité, ils tentent plus ou moins consciemment de secouer le joug d'un millénaire de christianisme, d'une période où les élites européennes communiquent en latin et se considèrent avant tout comme des chrétiens, de l'Irlande à la Calabre, car les nations n'existent pas encore. Après la conquête de Byzance par les Turcs, en 1453, la nostalgie de Rome s'empare des esprits et conduit à une redécouverte des études gréco-latines. L'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, toute une littérature qui méprise l'homme au travail et aussi la femme, vient alors concurrencer les évangiles. Ces textes épiques sont un élément fondamental de la Renaissance. Le mot Renaissance évoque une marche irrésistible du progrès. Après une longue période de stagnation et d'obscurantisme, des âges sombres appelés faute de mieux Moyen-Âge, c'est-à-dire une période amorphe entre la gloire de l'Antiquité et la naissance d'un nouveau monde qui veut s'en inspirer. Un désir nostalgique de retour au passé va alors imprégner durablement la pensée européenne. Pour Machiavel, la République romaine est un modèle indépassable. C'est l'idée circulaire de l'éternel retour qui revient en force et s'impose, pour contredire la ligne droite de la révélation judéo-chrétienne. La remise à la mode de l'épopée homérique, au détriment de la Bible, est évidente aussi dans les arts plastiques. C'est ainsi que les thèmes bibliques cèdent la place aux dieux de l'Olympe. Au château de Fontainebleau, François Ier avait créé une galerie d'Ulysse. Sous Louis XIV, dans ce siècle encore si profondément croyant qu'on l'a appelé le grand siècle des âmes, avec des saints comme François de Sales, Jeanne de Chantal ou Vincent de Paul, Versailles a été uniquement décoré de sujets païens, galerie d'Apollon, salon de Diane, etc. Dans les beaux-arts comme en littérature, ces apostrophes est un formidable retour en arrière, vers des modes de pensée pré-chrétiens, une réaction contre la modernité, mais réaction qui prétend à la modernité. Avec Luther et Calvin, la réforme est aussi une retour en arrière, puisque la théorie de la prédestination rejoint le fatalisme antique, et que les évangiles et la tradition sont rétrogradés au même niveau qu'une source plus ancienne, l'Ancien Testament de la Bible hébraïque, la Torah. C'est alors aussi qu'est remise en question la théorie des deux glaives, c'est-à-dire le délicat équilibre trouvé au Moyen Âge, entre le pouvoir spirituel des papes et le pouvoir temporel des princes, équilibre qui permit la naissance de la modernité. C'est ce fragile équilibre que rompt brutalement la Réforme, au profit des souverains temporels, alors poussés à se saisir de l'autorité spirituelle. C'est ce qu'ils font en Europe du Nord. On a calculé que sous Henri VIII, un quart des propriétés change de main en Angleterre, un bouleversement comparable à celui de la conquête normande de 1066. En Allemagne, à la même époque, Luther encourage de vastes transferts de propriétés et de pouvoir, afin d'obtenir le soutien des princes allemands, heureux de l'occasion de s'emparer des biens de l'Église et du pouvoir de nomination des évêques et les abbés. 2 siècles plus tard, c'est un prince luthérien cumulant tous les pouvoirs, Frédéric II de Prusse, qui suscite à Berlin la Sparte des temps modernes, et ouvre la boîte de Pandore du militarisme et du nationalisme. Comme le feront après lui Napoléon et Hitler, il mobilise des adolescents qu'il envoie à la mort. Comme ils le feront aussi, il abandonne sa capitale aux Russes qui pillent Berlin en 1760. Essentiellement conçu pour la guerre,
cet État d'un type nouveau jusque-là inconnu dans l'Europe chrétienne, fait mourir par fait de guerre un jeune Prussien sur 4 pendant le règne de Frédéric. Il n'en est pas moins salué par Voltaire comme une éclatante réussite. Quelques années plus tard, Frédéric est aussi admiré de Napoléon. Après Iéna, ce dernier va se recueillir à Potsdam sur sa tombe le 24 octobre 1806. Il dit alors à ses hommes, « Découvrez-vous, messieurs. S'il était vivant, nous ne serions pas ici. » L'état militaire prussien sert de modèle à l'Empire français, et aussi au Second et Troisième Reich. On a trouvé un portrait de Frédéric II dans le bunker où Hitler a passé ses derniers jours, avant de se suicider. Pour combattre le christianisme, on a cessé de prôner des idées plus anciennes. La réforme protestante insiste sur l'importance de l'Ancien Testament, mis sur le même pied que l'Évangile. Rousseau, Danton et Robespierre auraient voulu faire revivre Sparte et la République romaine. Après Robespierre, Bonaparte veut d'abord établir une république à la romaine, mais il hésite. On voit sur des monnaies de l'époque la curieuse mention « République française, Napoléon empereur », avant de finalement choisir l'Empire à son profit. C'est tout naturellement que nous avons tendance à voir le passé en fonction de nos préoccupations présentes. Robespierre, Saint-Just et Gracchus Babeuf se sentent romains contre les nobles qui descendaient, croyaient-ils, des Francs, et qu'il fallait renvoyer comme le demandait Sieyès dans les forêts de Franconie. C'est ainsi que Bonaparte, nouveau Charlemagne, se proclame empereur et nomme son fils roi de Rome. Mais lorsque, au siècle suivant, après avoir écrasé les armées françaises, un roi de Prusse vient en 1871 se faire proclamer César à Versailles, il ne nous reste plus qu'à redevenir Gaulois, comme l'avait proposé Michelet, en inventant une Gaule idéale, magistralement imaginée par Camille Jullian, dans les 8 volumes de son Histoire de la Gaule, achevée en 1926. En revanche, à la même époque, Mussolini et Hitler s'identifient à Rome, dont ils veulent imiter l'architecture. César de Carnaval, Mussolini le tente dans un quartier de Rome, Heure. Hitler dresse les plans d'une nouvelle Rome grandiose, Germania, qui devait s'élever à la place de Berlin. C'est aussi l'histoire romaine qui continue encore aujourd'hui d'inspirer les symboles de la République française, notamment les faisceaux de verge entourant la hache des bourreaux romains. Cette nostalgie vient de ce que l'on a longtemps cru que la chute de Rome n'était pas seulement la fin d'une civilisation, mais aussi la fin de la civilisation, le début d'âges sombres de misère et de violence. À la lumière de découvertes récentes, notamment archéologiques, cette perception est remise en cause. En 1971, un brillant historien britannique, Peter Brown, publie The World of Late Antiquity, un livre très influent, car c'est à partir de là qu'on abandonne le terme péjoratif de bas empire pour lui substituer celui, plus neutre, d'antiquité tardive. Selon Brown, de 200 à 800, se produit moins une chute qu'une transformation, non pas une décadence, mais une renaissance religieuse et culturelle. Puis, dans un autre livre, il montre que la période qui va de 200 à 1000 est en fait une ère nouvelle, diverse et triomphale, la naissance d'une nouvelle civilisation, la chrétienté occidentale. Beau comme l'antique. La modernité serait-elle née à Rome? Trouve-t-elle sa source dans l'idée impériale, qui ensorcelle les hommes depuis 2 millénaires? Faudrait-il remonter à l'Empire perse ou à celui d'Alexandre? Mais Alexandre n'était que Basileus, c'est-à-dire roi. Ce ne sont pas les Grecs, mais les Romains qui ont inventé l'Empire tel que nous le concevons, avec Jules César et ses héritiers. Empereur se dit d'ailleurs Kaiser en allemand, et tsar ou tsar en russe, en serbe et en bulgare. Jusqu'en 1453, à Constantinople, les Grecs ont continué d'appeler leur empereur Basileus. À partir du mot imperator, qui en latin signifie seulement chef, général victorieux, Rome nous a transmis une image de souverain prestigieux, au-dessus des simples rois, au point qu'encore en 1871, un roi prussien croit utile à sa gloire de venir sceller sa victoire sur la France, dans la Galerie des Glaces, à Versailles, en se faisant décerner le titre de César, Kaiser du Deuxième Reich ou Empire, le premier étant le Saint-Empire. Le troisième sera celui de Hitler. Est-il encore utile aujourd'hui d'étudier la Rome antique pour comprendre notre temps, en particulier la République impériale qui domine le monde? En fait, c'est dès l'époque de la République, 2 siècles avant le Principat d'Auguste, que Rome avait conquis son empire pour créer une hégémonie transnationale. C'est là un sujet que connaît bien le grand historien Paul Venn,
professeur au Collège de France et remarquable latiniste, comme Pierre Grimal. Il y eut, pense-t-il, une première mondialisation à Rome, mondialisation commencée dès la République, dans les atroces guerres civiles qui devaient déboucher sur la monarchie augustéenne et avaient saccagé l'Orient devenu un enjeu, un champ de bataille, une terre d'aventure et avant tout une proie à dépecer pour les magnats romains qui se disputaient le pouvoir les armes à la main et qui pressuraient chacun leur part de Grèce et d'Orient pour financer leur guerre. La monarchie césarienne n'a rien à voir avec les monarchies chrétiennes qui sont apparues plus tard, en Europe occidentale sur les ruines de l'Empire. Selon Venn, c'est une dictature militaire arbitraire. Le Principat, note-t-il, n'avait pas l'équivalent des lois fondamentales non écrites de l'Ancien Régime. La plupart des régimes politiques sont limités par une tradition inconsciente, dont la réalité et la puissance ne se révèlent que trop, lorsque cette tradition n'existe pas ou qu'un régime dictatorial rompt avec elle. Les phénomènes les plus divers de tératologie politique peuvent alors apparaître, tels que notre siècle en a connu. Or le régime impérial était né sans tradition ni modèle étranger. Jusqu'au IIIe siècle, il n'a pas existé de rôle auquel les princes se seraient conformés à leur insu et qui aurait limité leurs errements ou excentricités. Pire encore, il existait bien une tradition, mais c'était celle du pouvoir comme impérium qui bousculait tout obstacle, d'où les caprices sultanesques de Néron, Caligula et autres, tandis que notre ancien régime n'aura pas ces Césars fous. Ce pouvoir absolu auquel la noblesse n'était pas en mesure de faire contrepoids n'avait d'autre limite que les prétendants rivaux, le meurtre du maître ou, si ce maître était un faible, les intrigues de sérail. Cette l'absence d'état de droit est une des raisons qui ont empêché l'émergence d'une classe moyenne à Rome. Le bourgeois, personnage central de la modernité, n'est pas né dans la Rome antique, car selon Venn, corruption et esclavage ont empêché tout décollage économique. Rome était l'empire du bakshish et de l'extorsion ou squeeze à tous les niveaux, comme les empires turcs ou chinois. Après les guerres civiles du dernier siècle de la République, le Principat puis l'Empire semblent être le prix qu'il faut payer pour acheter la paix civile. Un prix très élevé, comme le montre la dépopulation révélée par l'archéologie. En 5 siècles, la partie européenne de l'Empire perdra entre le tiers et la moitié de sa population. On est loin de l'âge d'or évoqué par Montesquieu et Gibbon. C'est un sombre tableau que peint Venn, qui se demande même si le césarisme est bien un système politique. En tout cas, souligne-t-il, ce n'est en aucune manière un état de droit. La mort en cet empire rôdait partout pour tout le monde, petit et grand. Nous avons énuméré les usurpations incessantes, la mort violente des princes à 2 chances sur 3, la loi de la jungle dans la classe gouvernante, le droit impérial de vie et de mort, la troupe envoyée contre les populations, l'apostrophe imperium qui évacue l'idée d'un droit pénal. Ajoutons les réquisitions abusives, l'impunité avec laquelle les latifondiaires écrasent les petits propriétaires, les prisons privées pour dette, les abus de pouvoir par l'administration, de puissance par les puissants, le degré élevé de férocité et des apostrophes arbitraires des répressions juridiques ou politiques, les épidémies de chasse aux magiciens ou à l'adultère, l'énorme chapitre de la vénalité, de la corruption, des détournements et des squeezes dans l'administration, la justice et la vie économique. 9. C'est au contraire une vision idéalisée de Rome qui s'impose à la Renaissance. L'excellence des études latines en France, grâce à l'Église, avait conduit dès le XVe siècle à une exceptionnelle prégnance de l'histoire romaine sur les esprits. Langue de l'Église, le latin était le vecteur d'une admiration et d'une surestimation de l'héritage antique. Pour les écoliers français, le grec était moins la langue des évangiles que celle de Plutarque, et le latin moins celle de la Vulgate que celle de Salluste, de Tite-Live et de Tacite. Mais de tous les historiens antiques, Plutarque fut de loin le plus populaire, grâce à la traduction française de Jacques Amyot, qui fut élevé par Henri III au sommet des honneurs. Grand aumônier de France, évêque d'Auxerre et chevalier du Saint-Esprit. Il mit 17 ans à traduire Plutarque. On a dit qu'il avait trahi à la fois Plutarque et l'Église. Sa prose transmet un enthousiasme sans limite pour l'ancien monde païen et laisse supposer un naïf Plutarque, dont les leçons vont susciter chez les jeunes Français l'admiration pour les grandes âmes antiques. Publié en 1559, les vies parallèles donnent le goût de la sagesse et de l'héroïsme antique. C'est notre bréviaire, dit Montaigne. Après lui, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Danton, Robespierre et Bonaparte admirent les héros de Plutarque, tels qu'exaltés par la traduction d'Amyot.
Pascal fut l'un des rares grands esprits français à avoir résisté à l'engouement général, qui n'épargne pas le reste de l'Europe occidentale. Même en Angleterre, encore au début du XVIIIe siècle, où l'on est en train d'inventer la liberté politique, on veut aussi s'inspirer de Rome. À peine nommé par George Ier à la tête du cabinet de Londres, Lord Stanhope écrit à l'abbé de Vertot, historien français réputé, auteur en 1719 d'une histoire des révolutions de la République romaine. Dans un mémoire de 4 pages, il lui envoie de Londres d'urgentes questions sur le Sénat de la République romaine. Sachant que le Sénat de cette époque est exclusivement composé de patriciens, comment choisit-on parmi eux ceux qui siégeront au Sénat ? L'appartenance à ce corps résulte-t-elle du principe héréditaire, ou de la nomination par des magistrats compétents ? C'est dans le but de magnifier les institutions britanniques modernes, telles qu'elles sont en train d'évoluer depuis la Glorious Revolution de 1688, que Lord Stanhope veut qu'on compare la Chambre des Lords au Sénat romain. Vertot, qui avait pour Rome une admiration sans bornes, développait alors la légende d'institutions romaines marquées du signe exclusif de l'amour de la liberté, et s'appuyant sur la pauvreté et la vertu. On a longtemps aimé croire en France, à l'origine troyenne de notre millénaire monarchie, qui faisait des Francs les égaux des anciens Romains. Si les patriciens romains descendaient d'Énée, nos rois, eux, descendaient de Francus, fils d'Hector et d'Andromaque. Vertot est un romaniste s'opposant aux thèses germanistes. Mais au début des années 1730, le balancier est en train de revenir vers le germanisme, et l'on redécouvre l'évidence affirmée 2 siècles plus tôt par Jean Bodin, les Francs sont des Germains. C'est alors que se répandent les idées du comte Henri de Boulainvilliers, mort en 1722, pour qui la France n'est pas du tout, comme on le prétend, une société chrétienne où 3 ordres collaborent harmonieusement avec le roi au bien commun, mais au contraire le champ clos d'un affrontement permanent entre 2 races ennemies, la gauloise et la franque. Selon Boulainvilliers, les Francs sont venus jadis libérer les Gaulois de l'esclavage où les maintenaient les Romains. En s'emparant des terres de l'aristocratie gallo-romaine, les Francs ont soulagé la paysannerie gauloise des lourdes taxes en numéraire dont le produit servait à payer les mercenaires de l'empereur. Ces impôts ont cessé d'être nécessaires, dès l'instant où les braves Francs ont pris en charge la défense de la Gaule, moyennant de faibles redevances en nature, juste de quoi nourrir frugalement les guerriers. C'est ainsi que les Gaulois ont commencé à prospérer grâce au système féodal naissant. Non content de mettre à la mode la lutte des races, Boulainvilliers invente la féodalité, qui n'était pas jusque-là considérée comme un système particulier. Loin d'être, comme le croit à tort l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, un obscur théoricien de la noblesse, il est au contraire un écrivain reconnu, cité avec respect notamment par Montesquieu et Voltaire. Nos pères les Germains, écrivait Montesquieu dans l'Esprit des lois. Entre la Rome républicaine, qui inspire Danton et Robespierre, et le césarisme ensuite revendiqué par Bonaparte, s'intercale une intéressante réaction, celle du comte de Volnay, 1757 à 1820, remarquable savant qui était allé apprendre l'arabe en Syrie. Bien que noble, il avait, comme Mirabeau, été élu député du tiers-État en 1789, avant d'être emprisonné sous la Terreur. En 1794, après Thermidor, il occupe la chaire d'histoire de la toute nouvelle école normale. Dans son discours inaugural, il parle d'abord de l'impérialisme militaire et culturel des anciens, de l'égoïsme orgueilleux et intolérant, par lequel les Romains et les Grecs ennemis de l'univers ont anéanti les livres des autres peuples. Ils nous ont rendus presque complices de leur tyrannie par l'admiration éclatante et par l'émulation secrète que nous portons à leur triomphe criminel. Puis il dénonce « Vous sentez que je veux parler de cette manie de citation et d'imitation grecque et romaine qui depuis 4 ans nous ont frappés d'un véritable vertige. Nous reprochions à nos aïeux l'adoration superstitieuse des Juifs, et nous sommes tombés dans une adoration non moins superstitieuse des Romains et des Grecs. Une nouvelle secte adjurée par Sparte, Athènes et Tite-Live. » Il montre ensuite que la réalité des sociétés antiques était diamétralement contraire à leur énoncé ou leur intention. Ils ont oublié qu'à Sparte, une aristocratie de 30 000 nobles tenait sous un joug affreux 600 000 serfs, qu'à Athènes il y avait 4 têtes d'esclaves pour une tête libre, qu'il n'y avait pas une maison où le régime despotique de nos colons d'Amérique ne fût exercé par ces prétendus démocrates, que Rome, cette prétendue république, fut toujours une oligarchie,
composé d'un ordre de noblesse et de sacerdoce, maître presque exclusif des terres et des emplois, et d'une masse plébéienne grevée d'usure, ayant pas 4 arpents de terre par tête, et ne différant de ses propres esclaves que par le droit de les fustiger. Oui, plus j'ai étudié l'Antiquité et ses gouvernements si vantés, plus j'ai conçu que celui des Mamelouks d'Égypte et du Dey d'Alger ne différait pas essentiellement de ceux de Sparte et de Rome. Le césarisme des 2 Napoléons est un avatar du romanisme. Rappelons l'histoire de Jules César, publiée par Napoléon III en 1865, chez Plomb. Certes, il n'a signé que la préface, et il fut aidé dans sa rédaction par Mérimée et d'autres, mais ce sont bien les idées de l'empereur. Pour lui, César est un démocrate, défenseur des opprimés. La République romaine ne méritait pas de regrets. En tout état de cause, ce n'est pas César qui prit l'initiative de la guerre civile. Il y fut forcé par les manœuvres et les menaces de ses adversaires. Le recours à la force était le seul moyen qui lui resta pour défendre la cause populaire qui était la sienne. Les traces laissées par Jules César en Gaule intéressent aussi au plus haut point l'empereur des Français, qui crée en 1862 un musée gallo-romain dans le château de Saint-Germain rénové, aujourd'hui devenu le musée des Antiquités nationales. L'intérêt pour le césarisme dépasse bientôt les limites de la science historique. En Allemagne, Max Weber, élève de l'historien Mommsen et père de la sociologie allemande, fait de César le modèle du chef charismatique. Un peu plus tard, le russe Rostovtsev, qui pourtant déteste Marx et le marxisme, décrit avec brio l'économie des royaumes hellénistiques et de Rome en termes de lutte des classes, quand s'oppose aux aristocraties administratives et foncières un prolétariat rural renforcé par les infiltrations barbares. Le long affrontement franco-allemand, déclenché par les agressions militaires de la France révolutionnaire et impériale, rend bientôt inacceptable chez nous le nos-pères, les Germains de Montesquieu. Pourtant, ni Fustel de Coulanges, ni Camille Jullian ne peuvent en revenir au romanisme de l'abbé de Vertot, car ils ont un compte à régler avec l'Empire romain. Pour eux, il n'y a aucun doute, nos ancêtres ne sont ni romains ni germains, ils sont gaulois. Tous les deux manifestent un repli de la pensée historique française sur le précaré. Ils se méfient des vastes espaces impériaux revendiqués par le Second Reich allemand proclamé à Versailles en 1871, et plusieurs historiens français cultivent alors une conception étroitement ethnique de la nation. La surestimation de l'Antiquité est tout à fait compréhensible. Particulièrement impressionnant en effet, est l'héritage laissé par les poètes, artistes, philosophes et mathématiciens comme Homère, Thalès, Phidias, Platon, Aristote, Épicure, Euclide et les Stoïciens quand la civilisation grecque atteint son apogée dans le cadre de villes-États, les cités. C'est alors une structure nouvelle qui enfante des formes politiques et des concepts auxquels on n'avait encore jamais pensé. D'une passion générale pour le débat public et l'échange d'idées surgit l'explosion de la philosophie, qui forge des concepts dont nous nous servons encore aujourd'hui. Pour la première fois peut-être, l'esprit humain se croit capable de comprendre le monde. Cette attitude est à l'origine de la pensée scientifique, telle que nous la concevons aujourd'hui. Pourtant, si elle a conduit dans l'Antiquité à quelques inventions techniques, elle n'a pas vraiment modifié les conditions de production, ni favorisé un progrès économique durable. Au moment de la mort d'Alexandre, on avait d'excellentes idées sur la fraternité des hommes et la nécessité de la paix et de la concorde, mais elle restait cantonnée à une petite élite de philosophes, sans descendre au niveau du peuple et de la masse des esclaves. Jamais les Grecs n'ont connu l'égalité juridique. Les conquêtes d'Alexandre en Asie et en Afrique n'ont guère changé la manière dont les hommes vivent et travaillent. Les bases matérielles de la société hellénistique sont demeurées aussi primitives et routinières que celles de l'Athènes de Périclès. Certes, l'expansion de la Grèce et de sa langue à travers l'Orient a stimulé le commerce, ouvert de nouveaux marchés et engendré une certaine prospérité, mais le marché commun créé par le monde hellénistique, un premier exemple de mondialisation, n'a pas apporté le développement dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire l'augmentation du bien-être et du niveau de vie du plus grand nombre. Pourtant, la science était née alors en un feu d'artifice sans précédent. C'est le domaine où, avec la littérature, la civilisation grecque a connu sa plus grande réussite. C'est alors qu'Aristarque de Samos affirme contre Aristote que le centre du monde n'est pas la Terre mais le Soleil. Cela n'empêchera pas Claude Ptolémée, quelques siècles plus tard, sous l'Empire romain,
d'en revenir au géocentrisme d'Aristote, qui s'imposera jusqu'au XVIe siècle, quand le Polonais Copernic ressuscite l'héliocentrisme d'Aristarque de Samos, aux grandes dames de l'Église romaine, mais aussi de Luther. Archimède, un des plus grands savants grecs, est à Syracuse quand les Romains l'assiègent lors de la Seconde Guerre punie. Il en aurait même dirigé la défense pendant 3 ans, en faisant construire des catapultes et des miroirs ardents concentrant la lumière du soleil pour enflammer les navires romains. Un contemporain d'Archimède, Ératosthène de Cyrène, démontre que la Terre est ronde. Il en calcule même la circonférence. Les savants hellénistiques inventent la machine à vapeur, attribuée à Hieron d'Alexandrie, et toutes sortes d'automates. Mais ces inventions ne déboucheront pas sur des applications pouvant augmenter la productivité du travail. On n'en éprouve pas le besoin, puisque les esclaves sont nombreux. L'outillage reste primitif et l'économie statique, alors même qu'évolue une nouvelle société cosmopolite qui ne se contente pas des acquis de la civilisation grecque classique. C'est à Alexandrie que s'épanouit la période la plus intellectuellement créative de l'Antiquité, avec de nouvelles idées philosophiques, qui vont ouvrir la voie au christianisme et fournir à l'Église des cadres de pensée durables. La période hellénistique fut beaucoup plus brillante que les siècles de domination romaine qui allaient suivre. Rêve républicain. De même que Platon avait admiré les tyrans de Syracuse et l'oligarchie de Sparte, plus que la démocratie de sa cité d'Athènes, à partir de la Renaissance, les philosophes se mettent à admirer sans modération l'Empire romain. Voltaire et Montesquieu sont d'inconsolables nostalgiques de la grandeur des Romains. L'historien britannique Édouard Gibbon croit que le siècle des Antonins, 96 à 192, du moins sous ceux qu'il appelait les 5 bons empereurs, avant Commode, avait été la période la plus heureuse de l'histoire humaine, un dernier bel été de civilisation, avant un hiver de décadence et de barbarie. Au siècle suivant, Gustave Flaubert écrit à un correspondant, « Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l'homme seul a été. » Ainsi, encore à la fin du XIXe siècle, la Rome impériale apparaît à un homme cultivé comme un modèle d'humanisme. Aujourd'hui, les historiens de Rome savent bien que ce moment unique fut en réalité une tragique période de mépris de l'homme et encore plus de la femme, dans une société fondée sur la conquête et la servitude, où le pouvoir politique se transmet par la corruption et la violence. Aucune dynastie romaine n'a le temps d'imposer durablement sa légitimité. Celle des Antonins, l'heureuse époque de Gibbon, est fondée sur la décision d'un seigneur de la guerre d'adopter un autre seigneur de la guerre. Aucun n'a de successeur biologique, sauf Marc Aurèle, malheureusement devrait-on dire puisque son fils Commode, par ses excès, va faire sombrer la dynastie. La stérilité des empereurs, l'insuffisante protection de la famille et du mariage, notamment refusée aux esclaves, c'est-à-dire à la moitié de la population, les impôts arbitraires et confiscatoires, le mépris du droit de propriété et le dirigisme, tout cela participe au naufrage, même si aucune de ces causes n'explique à elle seule la dépeuplement. Dans les campagnes qui se vident, où la terre n'est plus cultivée, des barbares de plus en plus nombreux sont autorisés à s'installer à l'intérieur du limès et à s'enrôler dans l'armée, au point que presque tous les généraux de l'empereur Julien portent des noms barbares. Même sous les supposés bons empereurs, une administration arbitraire au service d'un État prédateur étouffe les initiatives indispensables au progrès. C'est un monde brutal et corrompu de redistribution démagogique des richesses par la spoliation. Le Sénat est décimé, au point que les grandes familles de la République sont éliminées en moins d'un siècle. En vantant les 2 premiers siècles de l'Empire romain, Flaubert veut ignorer le destin tragique des meilleurs esprits de ce temps. Cicéron, Lucrèce et Sénèque ont connu une mort violente. Contraint par Auguste à l'exil pour une cause que nous ignorons, Ovide ne revit jamais Rome et mourut désespéré au bord de la mer Noire. Si, de Machiavel à Flaubert, les admirateurs de Rome n'ont pas manqué, c'est parce que pendant longtemps la connaissance de cette période a dépendu de la lecture des historiens et écrivains romains. Mais aujourd'hui l'archéologie et l'épigraphie sont venues modifier notre perception du monde antique, en nous montrant que la vie était moins rose que ne le prétendaient des écrivains flagorneurs des pouvoirs en place. Valeurs de la République, pacte républicain jamais défini, ces termes sonnent bien et font partie du vocabulaire politique français. En latin, res publica signifie simplement chose publique ou État.
Il ne désigne pas un régime politique particulier. Sous les empereurs successeurs de César, quand les Romains voulaient rappeler le régime antérieur que nous appelons république, ils utilisaient le mot libertas. Si la France devient une république en 1792, c'est à cause du prestige dont jouit alors la République romaine. Selon la légende, elle est instaurée en 509 av. JC par Lucius Junius Brutus, un neveu du roi Tarquin le Superbe, qui soulève le peuple et abolit la monarchie. Il est le premier consul du nouveau régime. Ses deux fils étant soupçonnés de vouloir rétablir la monarchie, il les fait exécuter. Cela semble si admirable à Voltaire qu'il en fait une tragédie en 1730. Le peintre David en fera un tableau qu'il expose au salon de 1789, à Paris, alors qu'il était déjà célèbre pour son tableau sur le serment des Horaces qui avait fait sensation en 1785, et a été perçu comme un manifeste contre une culture chrétienne déclinante, qui devait céder la place à des valeurs plus viriles et patriotiques inspirées de Rome. L'héroïsme est alors à la mode, dans une France largement épargnée par la guerre qui vit depuis 1715 sous deux souverains pacifiques. Aucune armée étrangère n'a foulé son sol depuis 1712. Les exploits de Rochambeau et de Lafayette en Amérique n'ont pas suffi à étancher la soif de gloire militaire d'une jeunesse ardente nourrie de Plutarque, exaltant les exploits des héros grecs et des conquérants romains. C'est en effet moins son régime politique que sa formidable puissance militaire et ses conquêtes qui rendent la République romaine si fascinante. En 147 av. JC Scipion Émilien, petit-fils de Scipion l'Africain qui avait défait Hannibal à Zama un demi-siècle plus tôt, est en train de détruire Carthage. Contemplant l'agonie de la grande ville en flammes, il se tourne vers son ami l'historien grec Polybe, et lui dit en grec « Je crains et prévois qu'un jour quelqu'un donnera le même ordre pour détruire ma patrie. » En effet, un demi-millénaire plus tard, en 410, Alaric ordonnera le sac de Rome. Après la destruction de Carthage, Rome n'a plus de rivaux. Homme cultivé et fervent helléniste, Scipion Émilien a en sa jeunesse noué une amitié durable avec Polybe, qui fut commandant de cavalerie dans la Ligue achéenne combattant les Romains. Envoyé à Rome comme otage, après la défaite de Pydna en 168 av. JC, Polybe s'est rallié à Rome qu'il admire et dont il a entrepris d'écrire l'histoire. Qui serait assez léger et paresseux, écrit-il, pour ne pas vouloir connaître comment et avec quelle sorte de gouvernement les Romains ont en moins de 53 ans conquis presque tout le monde habité qu'ils ont placé sous leur domination, une réussite comme on n'en avait encore jamais vu. Depuis 2000 ans, on continue de se poser la question. Nombreuses furent les réponses proposées. Pour Polybe, aucun doute, c'est leur régime politique qui explique ses succès, leur fameuse constitution mixte, résumée dans la phrase inscrite sur tant de monuments, Senatus Populus que Romanus. C'est une constitution aristocratique puisque le Sénat n'est pas élu, mais est composé de familles patriciennes et d'anciens élus du peuple. Il constitue un réservoir d'expérience et une assurance de stabilité. En revanche, les magistrats élus, l'élément démocratique du système, changent chaque année. L'élément monarchique est le pouvoir absolu et sans appel des magistrats élus, notamment les deux consuls, qui ont un droit de châtiment et même de vie et de mort sur les citoyens, symbolisé par les faisceaux de verge entourant la hache, instrument du bourreau, qui figure encore aujourd'hui fièrement sur tant de monuments, et jusque sur le papier à lettres de nos ministres et hauts fonctionnaires. Selon Polybe, la constitution mixte aurait permis à Rome d'échapper au cycle de déclin et de changement frappant inéluctablement les formes simples de gouvernement, monarchie, aristocratie ou démocratie. Cette analyse parut convaincante de Cicéron à Montesquieu. Elle n'était pas absente de l'esprit de Général de Gaulle, quand il proposa en 1969 d'ouvrir le Sénat à de supposées forces vives, experts et syndicalistes. Le peuple ayant répondu non au référendum à ce sujet, le général de Gaulle quitta immédiatement le pouvoir. Les Romains ont moins spéculé que les Grecs sur la parfaite constitution. Ils ont prouvé le mouvement en marchant, en modifiant de manière pragmatique leurs pratiques politiques en fonction des besoins. Leur constitution ne fut jamais un texte unique, mais un ensemble de traditions, de coutumes et de croyances, comme la Constitution britannique actuelle ou les lois fondamentales de l'ancienne France. C'est ainsi que les Romains parvinrent à limiter les guerres de classe qui furent fatales à tant de cités grecques. En 287 av.
JC, un compromis avait été trouvé. Les lois votées par les plébéiens s'imposeraient désormais non seulement aux plébéiens, mais aussi aux patriciens. Les uns et les autres peuvent se présenter à toutes les magistratures. Plus pragmatiques que les Grecs, moins soucieux de théorie politique, les Romains acceptent de partager à des degrés divers la citoyenneté avec d'autres cités en Italie. Ils fusionnent d'abord Rome avec les cités latines. Mais ensuite avec les autres Italiens, le droit de vote est modulé au cas par cas. Certains peuvent voter sans être éligibles. Les pouvoirs locaux sont plus ou moins décentralisés, et la soumission aux impôts et aux services militaires est variable. La combinaison de la force militaire et du sens du compromis permet aux Romains d'imposer leur hégémonie sur l'Italie et sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Au lieu de réduire les cités vaincues à l'obéissance pure et simple, comme l'avait tenté l'Athènes de Périclès, dont l'impérialisme avait rapidement échoué, Rome étend progressivement sa citoyenneté au peuple conquis. Après avoir annexé Italie, Carthage, Ibérie, Grèce, Gaule et Orient hellénistique, la constitution républicaine devient inadaptée au gouvernement d'un immense empire. En particulier, le recrutement de l'armée n'est plus compatible avec des expéditions coloniales et des garnisons lointaines. Les armées de la République sont formées de citoyens paysans mobilisés seulement quelques mois, le temps d'une campagne. Lorsque l'empire s'étend, les hommes doivent s'absenter si loin et si longtemps que leurs fermes dépérissent. Les légionnaires ont en outre pris goût à la vie facile dans les riches villes hellénistiques qu'ils occupent et pillent. À leur retour, ils n'ont plus envie de se remettre au travail sur leurs fermes laissées à l'abandon, d'autant qu'ils reviennent avec un pécule et 1 ou 2 esclaves. Beaucoup vendent alors leur lopin pour aller s'installer en ville, car l'arrivée massive d'esclaves en Italie rend le travail libre de moins en moins rentable. C'est d'autant plus tentant qu'à Rome il y a des distributions gratuites de pain et d'huile. Tandis que les hauts fonctionnaires et les généraux, après avoir fait fortune en tondant sans merci les provinciaux, rachètent des terres, les petits cultivateurs cèdent la place aux esclaves ramenés des campagnes outre-mer. On estime généralement qu'en Italie, à la fin de la République, il y a entre 1 et 2 millions d'esclaves sur une population totale d'environ 4 millions. En 107 AV. JC, il faut recruter une armée pour aller en Afrique soumettre Jugurtha, un roi numide rebelle. Le consul Gaius Marius, dont les ancêtres n'étaient pas romains, c'était un homme nouveau d'origine italienne, ne trouve pas assez de paysans libres à mobiliser, car de grandes exploitations esclavagistes remplacent progressivement les fermes familiales. Il y a aussi de plus en plus d'affranchis qui rejoignent les rangs des citoyens sans terre. Jusque-là, ces derniers ne pouvaient pas servir dans les légions. Pour la première fois, on accepte que des non-propriétaires soient mobilisés. C'est ainsi qu'apparaît un noyau de soldats professionnels, qui va peu à peu remplacer les citoyens soldats recrutés parmi les petits cultivateurs. Marius promet alors de donner, à leur retour, aux nouveaux enrôlés des terres, qu'ils pourront faire travailler par des esclaves ramenés de la guerre. Il développe l'identité de chaque légion en lui donnant un aigle distinctif. Il est aussi crédité de l'invention de l'uniforme. Ces innovations font des légionnaires, de moins en moins des citoyens mobilisés, mais des mercenaires avant tout dévoués à leur général, plutôt qu'à la République. Or, les généraux sont aussi des hommes politiques. C'est ainsi que Marius, puis plus tard Pompée et César, disposent d'armées permanentes capables d'imposer leur volonté aux électeurs, qui ont bientôt plus d'autre rôle que d'entériner le pouvoir du vainqueur dans les guerres civiles du dernier siècle de la République. Le meilleur moyen d'accéder au pouvoir est désormais d'avoir une armée. Après avoir écrasé la révolte des esclaves menée par Spartacus, Crassus et Pompée marchent avec leurs armées sur Rome, où ils sont tous deux élus consuls. Lorsqu'en 44, César est poignardé en plein Sénat, Brutus et Cassius croient avoir rétabli la République, ou plutôt ce qu'ils appellent la libertas. Mais ils ont compté sans les légions de soldats professionnels attachés à César, qui se rallient à son neveu âgé de 18 ans, Octavien, que César avait nommé son héritier. Octavien et Marc-Antoine, qui étaient consuls en même temps que César, poursuivent, tuent ou contraignent au suicide ces meurtriers avant de se partager le monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.